Donc on va pouvoir passer à la deuxième question. Et la question c'est les néphrotoxiques, faut-il les bannir pour protéger le rein de nos patients? Donc c'est le professeur Thomas Rimley de Lyon qui va nous en parler. Et pour ça, je vais passer le deuxième quiz de la séance. C'est les produits de contraste sont-ils encore considérés comme un néphrotoxique majeur chez nos patients? Donc merci beaucoup Thomas de nous éclairer sur les néphrotoxiques en réanimation. Bonjour à tous, merci Mathieu. Faut-il bannir les néphrotoxiques en réanimation en 5 minutes? Voici mes liens d'intérêt. Donc je vais passer en revue les principaux néphrotoxiques que l'on utilise en anesthésie-réanimation. Donc je commencerai par les solutés de remplissage. Je parlerai un petit peu des INS, des IEC et des ARA2. On verra ensuite la question des produits de contraste. Et puis je terminerai par les agents anti-infectieux, en particulier je prendrai l'exemple des aminosides. En guise d'introduction, d'un point de vue épidémiologique, si on prend l'étude mondiale coordonnée par Eric Host, les néphrotoxiques apparaissent en troisième cause des acute kidney injury en réanimation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réelle imputabilité d'un néphrotoxique, elle est très difficile à montrer, que ce soit dans la littérature, et puis on le voit bien en pratique clinique. En fait, nos patients, ils sont la plupart du temps soumis à de nombreux facteurs de risque d'acute kidney injury, et c'est très difficile de faire la part des choses et d'attribuer à un facteur de risque en particulier l'acute kidney injury. Donc, troisième chose, les mécanismes de toxicité sont très variés. On le voit bien sur cette diapositive où en fait on a des mécanismes qui sont liés à de la nécrose tubulaire aiguë, des atteintes glomérulaires, des atteintes vasculaires, voire des atteintes obstructives. Donc de nombreux mécanismes ont été identifiés. Donc si on prend les hydroxyéthylamidons, leur néphrotoxicité est connue depuis de nombreuses années. En 2012, ont été publiées plusieurs grandes études randomisées contrôlées, notamment celle-ci, l'étude CISES, publiée dans le New England Journal of Medicine, qui montrait une surmortalité dans le groupe hydroxyéthylamidon et une augmentation de la mise en épuration extra-rénale. S'en sont suivies des recommandations et des restrictions d'indication par l'Agence européenne du médicament, la FDA, l'ANSM en France, les sociétés savantes telles que l'ASFAR, la Surviving Sepsis Campaign, donc des groupes d'experts qui ont restreint les indications et qui ont recommandé de ne plus utiliser les hydroxyéthylamidons en réanimation, en particulier chez le patient septique et chez le patient brûlé. Très récemment, donc là c'est vraiment, on est à la page, puisqu'il y a moins d'une semaine, l'Agence européenne du médicament a à nouveau émis une recommandation expliquant que très probablement les hydroxyéthylamidons allaient complètement retirer du marché. Donc affaire à suivre. Faut-il bannir les HEA en réanimation? Donc j'ai répondu oui. Au bloc opératoire, j'avais prévu de répondre non, parce que je pensais qu'on avait encore des effets intéressants des hydroxyéthylamidons, donc dans les chocs hémorragiques par exemple, le choc hypovolémique au bloc opératoire. Mais si on n'a plus les produits, je pense que évidemment la question va être réglée comme ça. Maintenant, le NaCl 0,9%, la néphrotoxicité du NaCl 0,9%, elle est liée a priori à une vasoconstriction de l'artériole afférente en raison de la charge chlorée. Si on prend les études, c'est une question qui est assez controversée. Là, je vous ai mis une étude publiée dans le JAMA en 2012, dans la réanimation de Rinaldo Bellomo, qui est une étude qui compare deux cohortes sur 2 années consécutives. Pendant la première année, le NaCl était très prescrit. Et puis l'année suivante, en fait, ils avaient restreint de manière très importante, drastique, le NaCl 0,9% pour le remplacer par des solutés balancées. Et ils se sont aperçus que dans la cohorte où les solutés balancées étaient utilisées, ils avaient beaucoup moins d'acute kidney injury de stade 2 et 3 de la classification KDIGO et moins d'entrée en épuration extra-rénale. Donc faut-il bannir le NaCl 0,9%? Je dirais oui si c'est une utilisation massive et exclusive, non si on l'utilise avec parcimonie. Et je pense qu'il y a un intérêt dans l'alcalose métabolique hypochlorémique en particulier. Les INS et UECRA2, donc c'est très intéressant d'un point de vue physiopathologique. En fait, quand on a une hypovolémie qui apparaît chez un de nos patients, il y a des mécanismes physiologiques qui permettent de contrecarrer cette hypovolémie par la vasodilatation de l'artériole afférente via les prostaglandines et vasoconstriction de l'artériole efférente via l'angiotensine 2. Et si on administre des INS et des IOC ou des ARA2 chez ces patients, eh bien on peut précipiter un acute kidney injury.
Le problème, c'est que les INS et les USARA2 sont des médicaments qui sont bien utiles dans notre pratique et ça semble difficile de les bannir. Les produits de contraste iodé, là par contre, c'est une question qui est finalement assez maintenant facile, je dirais, à répondre. Faut-il bannir les produits de contraste? Certainement pas, en fait. Les produits de contraste iodé ont en effet une néphrotoxicité expérimentale qui est bien démontrée, quelle que soit d'ailleurs l'osmolarité, que ce soit hyperosmolaire, isoosmolaire ou hypoosmolaire. En revanche, dans les études cliniques, il y a très très peu de choses qui sont réellement démontrées. Là, je vous montre une étude de Critical Care Medicine de 2013 où une analyse multivariée n'avait absolument pas retrouvé d'effet sur, des produits de contraste iodé sur les acute kidney injury. Les agents anti-infectieux, donc je prends l'exemple des aminosides. Donc pour être à la page, je vous ai mis une étude intéressante, qui est une étude qui regarde, donc c'est une étude randomisée contrôlée qui compare l'administration IV, l'administration en nébulisation de l'amicacine dans les pneumopathies nosocomiales. Et l'administration en nébulation avait montré une meilleure efficacité et une moindre toxicité, tout simplement parce qu'il y a moins d'aminosides qui passent dans le sang. Donc faut-il bannir les aminosides? Je répondrai non, puisque quand même la balance bénéfice-risque peut être en faveur de leur utilisation dans certains états septiques graves. Par contre, il faut les utiliser correctement. Et puis donc, je rappelle qu'il faut bien vérifier le taux pic. Et puis surtout pour la toxicité, ne jamais réinjecter si on est au-dessus du taux résiduel. En conclusion, j'ai un message à faire passer, c'est que je pense que les néphrotoxiques, on ne peut pas les manager de façon isolée, les prendre de manière... Enfin, un seul néphrotoxique, en fait, il faut regarder globalement le patient, la situation clinique, et je pense que les néphrotoxiques s'additionnent, voire se multiplient, donc bien savoir quelle est la situation globale. La liste des néphrotoxiques sont bien identifiées, elles ont été rappelées par les recommandations internationales en 2012, donc bien connaître tous ces facteurs de risque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh ben, merci beaucoup Thomas, c'est très clair ta présentation. Une autre question, toujours pareil, ça intéresse beaucoup les spectateurs, les diurétiques. Est-ce que les diurétiques, notamment les diurétiques de Lens, sont néphrotoxiques? Très bonne question. Donc, en fait, les diurétiques, lorsqu'ils sont utilisés, ils forcent la natriurèse. Et par ce réflexe tubuloglomérular, donc du coup, de forcer la natriurèse entraîne la mise en route du réflexe tubuloglomérulaire. Et ça peut faire justement baisser le débit de filtration glomérulaire par vasoconstriction de l'artériole afférente également. Donc, par ce biais-là, les néphrotoxiques, les diurétiques sont, de mon point de vue, néphrotoxiques. Par ailleurs, je rappelle qu'à très forte dose, mais en fait, nous, en réanimation, on ne l'utilise plus à très forte dose, mais à très forte dose, ils rendent sourds. Juste un petit commentaire là-dessus. Il avait été évoqué la capacité des diurétiques à diminuer la consommation d'oxygène du rein, puisqu'en fait ils agissent en bloquant la pompe NAKCC qui réabsorbe un sodium, deux chlore et un potassium, et donc diminuer la consommation d'oxygène du rein en bloquant cette pompe. C'était expérimental, ça a été démontré en expérimental, mais en fait en clinique, ça a peu de répercussions, et effectivement, la répercussion sur l'artériole afférente semble plus importante que cette consommation d'oxygène réduite qui, en dehors de l'expérimentation animale, a peu d'effets cliniques. Juste si je peux balancer un peu la discussion sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a aussi des situations pour lesquelles les diurétiques peuvent indirectement améliorer la fonction rénale, et notamment on pense au cas d'insuffisance cardiaque congestive, dans lequel il y a quand même des papiers qui montrent que peut-être les diurétiques, dans une utilisation qui serait inappropriée, seraient directement néphrotoxiques, mais quand il s'agit de contrôler la balance hydrosodée chez les patients qui sont congestifs, là il peut y avoir quand même une amélioration de la fonction rénale. Tout à fait, on n'a pas dit qu'il fallait bannir les diurétiques de notre pratique. De mon point de vue, il y a une seule indication, une seule vraie indication des diurétiques en réanimation, c'est exactement ça, c'est le contrôle de la balance hydrosodée pour éviter ce qu'on appelle le fluid overload. Et je crois, Mathieu, même que c'est toi qui l'avais, un de ceux qui l'ont montré dans la littérature, qu'effectivement, lorsque les patients sont en surcharge hydrosodée majeure, on peut avoir justement une répercussion sur la fonction rénale.
Merci beaucoup Thomas. Une autre question, parce que là tu l'as évoqué sur les HEA, donc on savait que les HEA avaient été contre-indiqués dans les situations de réanimation, le sepsis, les situations à risque hémorragique élevé, et on voit que l'Agence européenne du médicament vient de préconiser la suspension pure et simple des HEA du marché. Et donc très probablement la NSM, notre agence de régulation du médicament, risque de réévaluer l'autorisation de mise sur le marché des HEA en France. Alors je peux interroger un petit peu tout le monde, peut-être Lionel aussi, votre sentiment. Et alors on sait qu'il y a des études qui sont en cours. Est-ce que vous pensez qu'on va attendre des résultats de ces études là, ou que finalement les HEA seront définitivement retirés du marché? J'ai bien peur qu'après une décision européenne, l'agence, elle va suivre la décision européenne, hein. Souvent, ça a été le cas, et il y a d'autres exemples. Le problème est sur quels éléments ils ont décidé de retirer. Parce que, à ma connaissance, moi, je ne les ai pas vus. Tu as vu le communiqué Oui, j'ai vu le communiqué. En fait, ils disent que c'est parce que les HEA continuent d'être prescrits en réanimation, continuent d'être prescrits chez le patient septique et chez le patient brûlé. Il y a eu depuis 3-4 ans, donc depuis 2013, plusieurs études d'évaluation des pratiques. Et a priori, bon, ces études ne sont pas publiées pour l'instant, mais a priori, dans le communiqué, il est indiqué que les praticiens continuent de prescrire les HEA en réanimation. Et c'est pour ça qu'ils ont mis cette nouvelle information. Carole, Oui, moi je veux faire un commentaire. Je trouve que c'est très dommage parce que c'est comme tous les produits qui peuvent avoir des effets délétères, comme tous les médicaments. S'ils sont mal utilisés, évidemment qu'ils ont des effets délétères. Donc ça c'est OK. Mais ce qui est très gênant finalement, c'est que quand on regarde les études, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Et surtout, on est en train de se déplacer vers une utilisation bien plus importante d'albumine, alors que moi, j'étais déjà née à cette époque-là. C'était une grande erreur et on tuait les malades avec l'albumine. Et maintenant, on revient à l'albumine. Donc ça, c'est un espèce de cycle. Et c'est un peu un lobbying, il faut quand même le dire. Et aux gélatines, hein, qui, elles, ont montré leurs effets secondaires bien supérieurs aux HEA. Les gélatines, c'est pas vu pas pris chez l'homme, mais quand on regarde en expérimental, Ah, c'est autant que même chez l'homme, les hein. hydroxylatimidons. Même chez l'homme, mais autant voire plus que les aminons, hein. Alors, vu que le temps est compté, on pourrait tenir longtemps sur ça. Je vous conseille en tout cas une lecture. C'est la lecture. Il y a un éditorial sur le site de la SFAR, justement sur les HEA, que je trouve très bien écrit. Donc, je vous conseille la lecture, et qui met en perspective justement ces questions pour nous, anesthésistes réanimateurs. On a quelques minutes avant de passer à la session suivante, et puis je vais rebondir du coup sur la question, sur le quiz qu'on avait lancé au début de ton intervention sur la néphrotoxicité des produits de contraste. Et là, donc globalement, je donne la réponse. On a 60% de nos spectateurs qui considèrent que les produits de contraste sont encore considérés comme un néphrotoxique majeur. En fait, c'est quand même une nouveauté, on va dire, hein. Donc tout le monde n'est pas encore bien au courant. Les publications qui montrent l'absence de néphrotoxicité des produits de contraste sont quand même assez récentes. Et je pense qu'il est temps de bien informer les praticiens, d'informer aussi les radiologues, hein, puisque souvent ils nous harcèlent en nous demandant le niveau de créatinine avant de pouvoir injecter un examen. Et je pense que ça, c'est justement, il va y avoir un gros travail à faire, d'abord au sein de notre spécialité, en réanimation, mais aussi au niveau des radiologues, pour leur expliquer que les produits de contraste sont beaucoup moins néphrotoxiques que l'on ne croyait auparavant. Et d'ailleurs, la société, dans les recommandations qu'avait fait Carole Hichet, on avait bien stipulé, hein, pour aider le clinicien, que la priorité par rapport à la fonction rénale et l'injection des produits de contraste iodés, c'était l'information apportée par l'examen radio avec injection de produits de contraste. Parce que faire un scanner non injecté sur une péritonite, ça ne sert strictement à rien. Et là, on a un vrai intérêt des produits de contraste iodés avec une toxicité qui est bien moindre que celle qui était annoncée initialement. Il y a un produit, tu n'as pas parlé, moi, quand j'étais interne, parce que j'étais aussi interne, il n'y a pas si longtemps que ça aussi, tu sais. Un peu plus. Je sais pas. Quelques mois. En tout cas, l'avancomycine, on n'en parle plus en fait. Est-ce que c'est notre façon française de l'administrer, où on va la surveiller de près, parce que c'est un des produits qu'on peut le plus facilement doser, mais l'avancomycine, on voit plus sa toxicité.
L'avancomycine, je pense que c'est vraiment l'antibiotique pour lequel on a la possibilité d'avoir ces dosages régulièrement. Donc on peut monitorer facilement l'avancomycine. En plus, nous, on a tendance en France à l'utiliser vraiment bien en continu. C'est assez pratique. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas monter trop haut dans les seuils, dans les niveaux de vancomycine, et de rester aux alentours, au maximum, nous on est aux alentours de 30. On essaie de ne pas aller trop haut. Le problème, c'est qu'on a des germes qui sont de plus en plus résistants, enfin, qu'on les CMI qui sont de plus en plus hautes. Et donc, ça pose des questions pour le futur quant à l'utilisation de la vancomycine. Un tout petit peu pour finir, Dernier un tout commentaire, petit peu de Carole. littérature qui est apparue sur la vancomycine justement, parce que j'ai fait le point un petit peu là-dessus sur les agents néphrotoxiques. Et donc, il commence à y avoir de la littérature. Le problème, c'est que la vancomycine, c'était les réanimateurs qui l'utilisaient, c'est comme pour beaucoup de choses, que les néphrologues, ce n'était pas leur souci, donc il y avait très peu de littérature. Et finalement, c'est comme les produits de contraste iodés. La vancomycine, si elle est bien utilisée, il faut l'utiliser avec toutes les précautions comme pour les aminosides. Bon, merci beaucoup Thomas.